Vous êtes bien sur TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie. À la une de l'actualité, les funérailles d'Alexeï Navalny se sont déroulées ce vendredi à Moscou. Des funérailles devant une foule nombreuse, très nombreuse même. Ses partisans sont venus par milliers lui rendre un dernier hommage. Rassemblement dans plusieurs villes du pays. Au moins 45 personnes ont été arrêtées par la police en marge de ces rassemblements. Joe Biden et Donald Trump en déplacement au Texas au même moment. Un avant-goût de ce qui pourrait être le duel de la prochaine présidentielle. Un déplacement en terre texane avec comme thématique notamment l'immigration, incontestablement l'un des sujets centraux de la campagne. Et puis le décès de l'ancien Premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Il avait occupé ses fonctions de 1984 à 1993. Il avait notamment été l'un des artisans du traité de libre-échange avec les États-Unis. Il s'opposa aussi fermement au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Place à votre grand angle consacré aux élections législatives en Iran. Et c'est le premier scrutin depuis l'important mouvement de contestation dans le pays fin 2022. Les conservateurs partent archi favoris. Mais il faudra surveiller un chiffre, une donnée, l'abstention. C'est l'une des clés de ce scrutin. Et avec nous pour en parler, Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'Iran. Merci d'être avec nous, Bernard Ourcade, pour commenter cette actualité en Iran. Premier scrutin, je le disais, dans le pays depuis le mouvement de contestation qui a eu lieu en 2022 et 2023. En quelques mots, quels sont les principaux enjeux de ce scrutin selon vous? Il n'y a pas d'enjeu. Aucun? Je veux dire par là que, comme l'avait dit tout à l'instant, les conservateurs sont au pouvoir, ils ont éliminé toute opposition. Et concernant la participation, on sait d'ores et déjà que ce qui s'est passé aux élections présidentielles qui ont élu le président Raïssi il y a 3 ans maintenant, une abstention massive, l'abstention est encore plus massive, et donc, sauf surprise exceptionnelle, en Iran il y a souvent des surprises, mais sauf surprise vraiment exceptionnelle, on aura une abstention massive qui est dans la ligne droite de ce qui s'est passé avec les manifestations dont vous avez parlé, qui font que la population n'est pas tellement favorable à un sursaut, mais un peu découragée, désespérée. On va développer tout ça dans un instant ensemble. En parallèle de ces législatives, on vote aussi pour l'Assemblée des experts. C'est un organe influent de 88 sièges qui a pour tâche de choisir le successeur du guide suprême. On rappelle qu'Ali Khamenei est âgé de 84 ans. Il faudra suivre également cela de près, selon vous? Je vous répondrai de la même façon que ce conseil qui est important, puisque c'est lui qui va choisir le prochain guide. Il avait dit 84 ans, donc il est fort probable que ce conseil qui va durer pendant 8 ans ait à résoudre le décès et le remplacement du guide actuel. Mais ce sont des gens conservateurs dans les deux cas, des religieux, et c'est un conseil un peu atone, et il votera pour celui pour qui on lui dira de voter. Donc ce n'est pas tellement un conseil délibératif, même si en Iran, les élections sont importantes, c'est une république, et c'est un rite important que l'élection. On va revenir donc aux législatives dont on parlait il y a un instant. Ce sont donc les conservateurs, voire les ultra-conservateurs qui devraient l'emporter. Observe-t-on, selon vous, un durcissement de la ligne politique de ces conservateurs, justement ? Les conservateurs ne sont pas plus conservateurs aujourd'hui ou plus durs qu'ils l'étaient il y a quelque temps. La différence majeure, c'est qu'il y a encore quelques années, il y a même pas 9 ans, en 2015, est signé un accord sur le nucléaire qui avait permis aux gens les plus réformateurs, qui prônaient une ouverture vers l'Ouest. Et l'accord sur le nucléaire était pas seulement sur le nucléaire, il était aussi sur la levée des sanctions économiques, notamment un rapprochement avec les États-Unis, avec l'Europe. Les entreprises françaises, on s'en souvient, étaient parties là. Et donc, ces gens-là ont été éliminés par le fait que Trump, le 8 mai 2018, a déchiré l'accord. Résultat, il y a eu 3 résultats très intéressants. Le programme nucléaire iranien est reparti. La crise économique a écrasé l'Iran. Sanctions économiques massives, et donc l'Iran est appauvri, la population est appauvrie et se révolte. Et troisième résultat, il a porté les conservateurs au pouvoir. Autrement dit, ces gens-là sont au pouvoir grâce à M. Trump depuis effectivement 2018, et désormais ils concentrent tous les pouvoirs en Iran dans tous les domaines, et c'est ça une nouveauté. Pourquoi le camp réformateur n'a pas présenté de candidat? Ils ont été discrédités. Imaginez l'enthousiasme qu'il y avait en 2015 quand pour la première fois l'Iran reconnaît concrètement les États-Unis et inversement. Autrement dit, l'Iran revient enfin, après 40 ans, dans le cercle normal des nations. Et surtout,
la bourgeoisie moyenne iranienne, très éduquée. L'Iran est un pays qui produit plus d'ingénieurs que la France. Ces gens-là ont trouvé du travail chez Renault, chez Peugeot, chez Suez, toutes les entreprises. Et brutalement, ils ont été mis au chômage par le départ de Trump. Autrement dit, on a un désespoir général de la population qui fait qu'effectivement, les réformateurs sont discrédités. Vous n'avez pas réussi à tenir les promesses que vous avez faites. Ils sont un peu hors jeu, c'est ça que vous... Ils ont été mis hors jeu pour deux raisons. Parce que politiquement, donc, leur projet n'a pas marché, à tort ou à raison. Et deuxièmement, le gouvernement actuel s'est débrouillé pour éliminer avant les élections tous les candidats dangereux. En effet, en Iran, le Conseil constitutionnel, en quelque sorte, voit les candidats et concrètement fait l'élection avant. Officiellement, il y a 50 000 candidats pour 290 postes. En fait, tous les candidats mauvais ont été éliminés par avance. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'arrestations, des dizaines d'arrestations parmi les militants anti-pouvoir ces dernières heures, il faut le signaler. Oui, parce qu'un certain nombre de gens, quand même, constatant que vraiment cette élection n'est pas une élection, c'est une sélection de quelques candidats conservateurs. On va voir tout à l'heure, peut-être qu'il y a des nuances à apporter, mais ce n'est pas une élection dont les gens protestent. Et ici et là, partout en Iran, des gens ont dit, écoutez, qu'est-ce que c'est cette élection? Ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a eu des appels au boycott également de ce scrutin ces derniers jours. Plus de 300 personnalités politiques, culturelles et sociales ont notamment signé une déclaration sous le slogan « Nous ne participerons pas aux élections et nous n'accepterons pas cette mise en scène ». Que dénonce-t-elle exactement ? Le fait que tous sont d'accord sur le fait que la République islamique existe. Ils ne sont pas forcément anti-islamiques, mais par le fait que les religieux contrôlent le système complètement. Et plus que les religieux, c'est toute une caste, avec un gardien de la Révolution, les religions, tout un appareil de technocrates aussi qui sont bien servis, une corruption importante, qui font que les décisions sont prises par un petit groupe. Et les gens disent, nous avons des élections, nous sommes une république, on a renversé le Shah pour faire une république. Et cette république ne marche pas. Et donc, les gens, encore en Iran, dans la population notamment, veulent une république. Ils veulent la liberté. C'est le slogan même de la République islamique. Indépendance, liberté, République islamique. Mais ils disent, ça ne marche pas. Et donc, les protestations sont maintenant à l'occasion des élections, mais c'est en Iran sans arrêt qu'il y a des protestations. Et celle de Mahsa Amini pour le voile n'était qu'une des plus célèbres. Mais est-ce que justement ces mouvements de protestation ont fait un peu bouger les lignes dans le pays ou pas du tout ? Non. Pas du tout ? Le gouvernement sait très bien que 80%, 70, 80, peu importe, une grande majorité de la population en a assez, veut des changements, c'est clair. La révolte des jeunes et des femmes sur le voile était la plus spectaculaire, mais c'est tous les jours qu'il y a des grèves, c'est tous les jours qu'il y a des manifestations. La protestation est importante et donc le gouvernement, même le plus dictatorial, ne peut pas gouverner facilement si l'ensemble de la population lui est opposé, s'il n'a que 15 ou 20% de partisans. Donc, c'est une pression importante. Et donc, ces protestations ne sont pas vaines. Elles contribuent à un nouveau équilibre des pouvoirs. Et les gens qui vont être élus ce soir en Iran, ou qui ont déjà été élus avec le décalage horaire, savent très bien qu'ils devront faire face à un réel problème politique en Iran. Qu'est-ce qui cristallise justement la colère des Iraniens aujourd'hui et qu'est-ce qui pourra amener à un soulèvement d'une autre ampleur dans le pays, selon vous ? Il ne faut pas s'attendre à un soulèvement massif. Je ne crois pas non, ça pourrait pas rêver. Non, on peut en rêver. J'en rêve tous les soirs ou tous les matins, mais soyons sérieux. C'est de l'intérieur que vient l'éclatement d'un système. L'Union soviétique est tombée parce que M. Gorbatchev, qui était le patron de l'URSS, a quitté, a dissous l'URSS. Donc c'est de l'intérieur qu'il faut voir. Et aujourd'hui, ce qu'il faudra voir de ces résultats, c'est que les gens qui vont prendre le pouvoir, ils sont divisés. Ils sont depuis 40 ans au pouvoir. C'est des amis de 40 ans, qui se détestent tous. C'est un panier de crabes qui ont la corruption, des attentats, des actions terroristes, des actions pas très chiites, je dirais pas très musulmanes, ou pour ne pas dire pas très catholiques, qui font qu'ils sont divisés à l'intérieur. Et là, l'essentiel, c'est de sauver le régime. Ils savent très bien que la population est contre eux, la crise économique est énorme, il y a une guerre à Gaza, ils sont fragilisés avec les Américains en face, il faut sauver le régime. Et pour sauver un régime en danger, qu'est-ce qui se passe souvent? Les gens en place se disputent le pouvoir encore plus. Et donc on va risquer d'assister à un combat des chefs entre différents clans au pouvoir en Iran. Mais Bernard Orcade, quand vous avez posé ce constat sur la table, si on va au bout de votre raisonnement, jusqu'où ça pourrait amener? Et donc ce combat des chefs, comme vous dites. Mais c'est la question. Et je crois que ce scrutin est un rituel. Il n'est pas démocratique, c'est évident. Il va mener au pouvoir, il va confirmer au pouvoir ce groupe de gens dirigés par le guide de la République islamique, avec le gardien de la Révolution en embuscade, qui se connaissent bien, qui se connaissent trop bien et qui savent qu'il y a le feu au château.
il veut prendre des décisions. Et donc les décisions risquent d'être brutales, comme la fin de l'URSS. À la fin, c'était un drame partout et ça finit par éclater. L'URSS, c'est L'URSS, l'Union soviétique, a éclaté parce que Gorbatchev, de l'intérieur, a fait éclater la machine. Oui, vous comparez l'Iran avec la situation de l'URSS. Oui, un pays fossilisé, qui avait de grandes ambitions. Le communisme était une belle ambition. La République islamique était une belle ambition. 45 ans plus tard, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un échec de la République islamique, un échec de l'islam politique, et donc ça accentue les tensions. Il faut aussi rappeler que l'Iran, c'est un acteur majeur au Moyen-Orient. Il va falloir aussi surveiller les décisions à l'international du Parlement qui va arriver, mais il n'a pas tellement de poids à l'international, le futur Parlement. Le futur Parlement, non, mais ça contribue à la création d'un rapport de force. Et la guerre de Gaza est pour l'Iran une très mauvaise nouvelle. Ils étaient d'accord pour que, concrètement, l'Arabie saoudite et Israël retrouvent un accord un jour ou l'autre. Ils étaient fatalistes. Mais ils ont exigé dans le système que la Palestine soit dans le corbeil de la mariée. D'un côté, j'accepte que tu reconnaisses l'Israël, mais inversement, la question palestinienne doit être résolue parce que moi, Iran, j'ai pour tradition de défendre la politique palestinienne. Et donc, mais l'Iran ne contrôle pas les choses. Les Houthis ne sont pas dans la course. Le Hamas a fait une action terrible à l'Israël qui n'était pas prévue dans le programme. Le Hezbollah ne veut pas se laisser aller dans une guerre dont il serait la première victime. Mais l'Iran a des obligations et il traîne des casseroles qui sont le terrorisme et l'action de déstabilisation. Et il ne sait pas trop comment en sortir. Et Téhéran, on le rappelle, qui soutient des groupes armés dans la région. Ça, c'est aussi quelque chose important. Oui. L'Iran, depuis 40 ans, a soutenu des groupes armés pour s'opposer dans le cadre de la guerre Irak-Iran au Liban, le Hezbollah qui est un beau succès, le Hamas aussi, bien que l'Iran n'est pas très important, les Houthis, les chrétiens de Syrie et d'Irak, les Arméniens. Bon. Mais tout ce réseau-là, actuellement, n'obéit pas à l'Iran. L'Iran est instrumentalisé et inversement. Mais aujourd'hui, l'Iran, qui est un pays faible, un pays difficile, l'Iran ne veut pas se laisser entrer dans une guerre. Il sait très bien que si ce que voudrait Netanyahou, par exemple, il y avait une guerre avec le Hezbollah serait écrasé et l'Iran perdrait un soldat dans la région. Autrement dit, ils ont peur d'une grande guerre dont ils seraient les victimes. Ne pas oublier que les généraux argentins ont été balayés par l'échec de la guerre des Malouines. Et donc la guerre de Gaza est, pour les gens qui vont arriver au pouvoir aujourd'hui, une raison de plus que de voir que la République islamique est vraiment en danger. Et donc ils ont une grosse responsabilité sur les mains. Est-ce que l'Iran, l'un de ses objectifs, c'est d'augmenter justement son axe de la résistance, selon vous? Il en est hérité. L'augmenter, il n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Khomeini avait dit « je vais libérer Jérusalem ». Moi, je vais être capable de le faire. Nous sommes 45 ans plus tard, autant que je sache, il y a des problèmes à Jérusalem encore pire qu'avant. Donc ils savent très bien, mais c'est leur identité politique. Je défends les peuples, je défends la liberté de Palestine, donc des choses parfaitement acceptables, mais l'Iran n'a pas les moyens. Parce qu'il n'a pas suggéré cela et a utilisé des moyens tordus. Et actuellement, la République islamique est fossilisée et les gens en place qui vont être élus sont des gens de ma génération. Ceux qui ont vu la révolution il y a 45 ans. Et donc, l'Iran d'aujourd'hui est un peu fossilisé et hélas, pour les Iraniens, n'est pas capable de pouvoir agir de façon efficace dans la région, sinon à essayer d'éviter la catastrophe. Bernard Hourkade, pour conclure, si je comprends bien, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces élections en Iran. Ça va être un petit peu le statu quo par la suite, c'est bien cela? Oui, un statu quo, mais d'un pays important, 85 millions d'habitants, le plus éduqué du Moyen-Orient, qui a des ambitions de liberté, et à la tête de cet État, des fossiles, je dirais, mais qui vont peut-être éclater. Et donc il faut regarder avec précision comment, à l'intérieur de ce noyau nucléaire des conservateurs iraniens, il y a peut-être un élément qui fera que le noyau éclate. C'est la question qu'il faudra regarder. Et est-ce que, toutefois, à la marge, il n'y a pas une nouvelle génération de politiciens qui émergent actuellement dans le pays? Oui, il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont à droite, qui sont à gauche, qui sont un peu découragés, qui sont dans l'exil. Et donc, oui, il y a toujours de l'espoir en Iran. Il y a beaucoup de ressources possibles. Et qui est capable de faire sauter le bouclier et le couvercle qui enferme l'Iran, c'est la grande question. Ces élections ne permettront pas de le voir, mais au moins de clarifier les choses. Les conservateurs au pouvoir, ils ont l'avenir de l'Iran entre leurs mains. Ils ne peuvent pas dire c'est la faute aux autres, c'est eux les responsables. Et attendons de voir ce qu'ils sont capables de faire. Espérons. Et on suivra bien entendu les résultats, Bernard Hourkade, des résultats qui devraient tomber très prochainement dans la soirée normalement. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de notre 64 minutes sur TV5 Monde de Bernard Hourkade. Merci à vous.